Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux que vous ayez préféré venir ici qu'au Panthéon. Et je voulais donc parler aujourd'hui des relations entre le taylorisme au sens large, entendu à la fois comme pratique industrielle, comme pratique de commandement, mais aussi presque, je dirais, comme culture, des relations du taylorisme et du pouvoir bolchevique précoce dans la Russie du début des années 20. Et vous verrez que cette observation du taylorisme va me conduire à parler aussi de la réception de certains types de bâtiments américains et de certains voyages, puisque je m'efforce dans chacun de ces cours de mettre en avant certaines figures du voyage russe en Amérique. Alors, tout d'abord, 1917. L'histoire commence en 1917. Évidemment, deux révolutions, février et octobre, je ne vous apprends rien. Entre les deux révolutions, un certain tropisme des démocrates russes vers les États-Unis se manifeste, ce que cette affiche traduit. Dans le même temps, entre 14 et 17, la relation avec la Russie et les États-Unis a fondamentalement changé. Les États-Unis ont remplacé pratiquement l'Allemagne comme premier fournisseur de la Russie, et les entreprises américaines ont pris pied sur des marchés comme l'équipement électrique ou le matériel de chemin de fer, position qu'elles continueront à occuper presque sans interruption. Ainsi, la General Electric, la Standard Oil s'implantent. Déjà l'idée d'un réseau unifié de production et de distribution d'électricité sur le modèle des réseaux américains, un réseau à base hydroélectrique se développe. Et on peut dire que c'est dans cette phase, contrairement à ce que la vulgate bolchevique veut nous faire croire, c'est dans cette phase de la Première Guerre mondiale que déjà les idées, comme d'ailleurs en Allemagne ou en France, que déjà les idées d'une planification générale se développent. Sur le plan concret, les relations avec les États-Unis se solidifient, celle qui illustre cette image, avec par exemple la création en 1915 d'une société pour le rapprochement de la Russie et de l'Amérique, dont l'un des fondateurs est Borowodin, qui est l'auteur de toute une série de livres sur les États-Unis, assez semblables à ceux que j'ai évoqués auparavant. Alors, dans cette phase, et tout de suite après la révolution d'octobre 17, les aspects latents du deuxième discours de Lénine sur le Scientific Management de Taylor deviennent manifestes. Lénine avait écrit en 1914, je vous le rappelle, que le taylorisme préparait, après l'avoir dénoncé comme un système scientifique pour exploiter les ouvriers, que le taylorisme préparait le moment où la classe ouvrière prendrait le pouvoir. Et cette attente se transcrit dans une équation très explicite dans un des premiers textes de Lénine, que je cite, « Le pouvoir des soviets plus l'ordre des chemins de fer prussiens, plus la technique et l'organisation des trusts américains, plus l'instruction publique américaine égale le socialisme. » Donc c'est bien plus que le pouvoir des soviets et l'électrification, c'est aussi l'Amérique. Avant même la fin de la guerre civile, Lénine attache une importance particulière à l'établissement de relations directes avec les industriels américains, de préférence à tous les autres. En fait, ce dont il parle, l'organisation des trusts américains, c'est essentiellement la mise en œuvre de la doctrine de Taylor, du scientific management. Et quelques semaines après la Révolution, dans un texte célèbre et désormais oublié, « Les tâches immédiates du pouvoir des soviets », Lénine insiste sur l'urgence du retour au taylorisme, quel qu'en soit le prix. Je cite, « Le système Taylor allie la cruauté raffinée de l'exploitation bourgeoise aux conquêtes scientifiques les plus précieuses concernant l'analyse des mouvements dans le travail, la suppression des mouvements superflus et malhabiles, l'élaboration des méthodes de travail les plus rationnelles, l'introduction des meilleurs systèmes de recensement et de contrôle. La République des Soviets doit faire sienne coûte que coûte, j'insiste, coûte que coûte, et on sait combien coûtait en termes humains la Révolution, les conquêtes les plus précieuses de la science et de la technique dans ce domaine. » Et en avril 18, enfin, lorsqu'il élabore un décret sur la discipline du travail, il écrit toujours « Le décret doit parler clairement de l'introduction du système Taylor, autrement dit de l'utilisation de tous les procédés scientifiques de travail qu'implique le système. » Et il note
lors de l'application de ce système, invité des ingénieurs américains. Alors Lénine n'est pas isolé, n'est pas le seul à avoir cette position, et je parlerai ici de son camarade Trotsky, qui est très attaché à la militarisation de la production et au taylorisme, qui s'attache par exemple à introduire dans les ateliers des chemins de fer qu'il contrôle. Pour Trotsky, toute la liste des caractéristiques du militarisme qu'il soutient rejoint ce qu'il appelle le taylorisme. Et qu'écrit-il? Qu'est-ce que le taylorisme? Trotsky, donc, c'est d'un côté la forme la plus élaborée d'exploitation de la force de travail, la plus féroce, dès lors que chaque mouvement, chaque respiration sont comptabilisées et observées par les bourreaux du capital, de façon à les transformer en profit. Mais d'un autre côté, c'est un système de dépenses, c'est le adnako russe, le cependant, qui est le pivot, comme chacun des russisants sait ici, de tous les textes de la langue de bois soviétique, même précoce. Mais d'un autre côté, c'est un système de dépenses avisées de la force humaine participant à la production. Les dirigeants socialistes doivent faire ce côté du taylorisme. Trotsky, qui est assez hostile aux États-Unis, et notamment à la politique de Wilson, il écrit Wilson, ce provincial américain, il est cruel, qui porte le précieux dollar non seulement dans ses poches, mais aussi sur son front. Et il faut souligner que Trotsky était le seul dirigeant bolchevique à avoir visité les États-Unis. Il avait passé du temps à New York et il avait écrit « New York, je cite, m'impressionne terriblement parce que plus que toute autre ville du monde, c'est l'expression la plus pleine de notre âge moderne. » Mais Trotsky a aussi un slogan que je trouve admirable dans ce contexte. Il considère en 1924, lorsqu'il s'intéresse aux perspectives du développement mondial, c'est d'ailleurs un texte qui est traduit, qui est publié à Paris en 1926 par la Librairie de l'Humanité, avant que Trotsky soit exclu de la direction du Parti communiste soviétique. Il considère alors qu'il faut cuirasser à l'américaine l'industrie russe, et formule ce slogan extraordinaire, je cite, « Le bolchevisme américanisé vaincra, écrasera l'américanisme capitaliste ». Donc l'idée qu'il y aurait une sorte d'essence de l'américanisme que seuls les bolcheviks pourraient réaliser. À nouveau, j'insiste, Trotsky n'est pas le seul, et ici j'évoque deux autres dirigeants bolcheviks, Boukharin, le dirigeant dit de la droite, qui déclare en février 1923 dans une discussion sur la question des cadres que ce qu'il faut à la Russie, c'est, je cite, le marxisme plus l'américanisme, car il s'agit ni plus ni moins de faire de la Russie une nouvelle Amérique prolétarienne. Quant au vainqueur provisoire, à ce moment-là, de la lutte pour le pouvoir, Joseph Staline, il écrit dans son livre assez médiocre, mais important, Les principes du léninisme, publié en avril-mai 1924, je cite, « Le sens pratique américain est la force indomptable qui ne connaît ni ne reconnaît de barrières, qui emporte les obstacles de tout genre et de tout ordre par sa ténacité industrieuse, qui ne peut manquer de mener jusqu'au bout la tâche commencée, fût-elle minime, force sans laquelle on ne saurait concevoir un sérieux travail de construction. L'élan révolutionnaire russe allié au sens pratique américain, telle est l'essence du léninisme dans le travail au sein du parti et dans l'appareil d'État. » Conclusion, le socialisme, l'essence du léninisme, le socialisme russe, eh bien, c'est essentiellement une réponse et une absorption de l'américanisme. Ce n'est donc pas simplement le scientific management dont je vais parler, mais l'urgence d'une utilisation de toutes les ressources de la culture technique américaine qui est revendiquée par tous ces dirigeants et qui deviendra évidemment une réalité dans les phases ultérieures de la construction de l'industrie russe. J'en parlerai à propos de Ford et de Kahn, car au fond, le mouvement stakhanoviste conserve les traits essentiels du taylorisme. Alors, Taylor, justement, Frederick Winslow Taylor, un de ses ouvrages fondamentaux, peut-être le plus important, les principes de l'organisation scientifique du travail. J'ai déjà
dit que ces textes avaient été traduits en Russie avant 1914, accompagnés par des réflexions originales d'ingénieurs russes, par des traductions des commentaires allemands. La littérature sur le taylorisme russe avant 1914 est considérable, et elle continue évidemment après la guerre et la Révolution. De quoi s'agit-il? Sur quoi porte le taylorisme? Ici, une page de l'ouvrage fondateur de Taylor qui nous montre le poseur de briques au travail, le poseur de briques qui, grâce au chronométrage de ses mouvements et à l'observation de ses gestes, cessera de faire des gestes inutiles et de préparer lui-même son mortier, d'aller chercher ses briques et de les poser pour se contenter de la dernière tâche, celle pour laquelle il est le plus productif, poser les briques pendant que d'autres de ses collègues sont spécialisés dans la fabrication, le transport du mortier ou celui des briques. Donc c'est un système qui est extrêmement défini, qui passe par un outil fondamental qui est le chronomètre et qui passe par l'observation photographique, on le voit ici. Il y a des liens très forts entre le travail photographique tel par exemple que les pionniers du cinéma comme Marais l'avaient engagé et le travail des tayloriens. Le taylorisme est une doctrine, une pratique industrielle qui se développe aussi en Europe occidentale. J'en veux pour preuve cette petite brochure de propagande de Michelin, qui est une des entreprises les plus actives à diffuser les principes de l'organisation scientifique du travail et qui confronte le travail de Sam, l'ouvrier américain de chez Ford, et François, le Bib, l'ouvrier de Michelin à Clermont-Ferrand. Vous voyez le bonhomme Michelin devenu ingénieur taylorien, chronométrer les tâches et se demander si chaque tâche est vraiment nécessaire. Une autre page de cette brochure montre que le résultat de tout cela, du taylorisme aux États-Unis, c'est que Sam va à l'usine en voiture, tandis que seulement certains ouvriers de l'usine de Clermont-Ferrand s'y rendent en vélo. Taylor n'est pas le seul organisateur et le seul ingénieur dont le travail trouve des échos en Russie. Et je voudrais évoquer plusieurs autres personnages qui vont être en fait des relais entre le discours général du taylorisme et son passage à l'acte dans une série d'institutions, y compris dans le domaine de l'architecture, comme on le verra aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors tout d'abord, deux associés de Taylor, de participants du système taylorien. À gauche, Gantt, qui est un ingénieur dont le travail va être extrêmement important pour l'organisation concrète et la planification du travail dans l'usine et dans l'économie en général. À droite, un relais très intéressant, Walter Polakov. Polakov est un Russe qui a émigré aux États-Unis en 1906 et qui va devenir un des partenaires de Gantt et de Taylor et qui deviendra un des importateurs en Russie, grâce au réseau qu'il constituera, des techniques du taylorisme. Mais l'apport essentiel est ici celui de Gantt, qui invente notamment ces chartes graphiques, ces diagrammes qui permettent de planifier les tâches. Ici, les tâches d'une équipe d'ouvriers sont programmées dans le temps. Ces diagrammes de Gantt peuvent être appliqués à des ouvriers pris individuellement, aux départements, aux ateliers d'une usine, aux usines d'un conglomérat et à tous les conglomérats du pays dans le cadre d'un plan général de l'économie, comme ce sera le cas en Russie, où les plans quinquennaux s'appuieront sur ces techniques graphiques. Vous voyez à gauche une première image d'un diagramme de Gantt utilisé en Russie. Vous voyez cette séquence temporelle. Ces diagrammes sont aujourd'hui un outil absolument trivial, je dirais, de gestion du personnel, de gestion de la production. Les ouvrages de Gantt sont traduits en Russie. Je n'ai pas trouvé pour le moment l'édition russe de cet ouvrage sur le diagramme de Gantt à droite, auquel collabore Walter Polakov, ce Russe, né, si je ne me trompe, à Toula, et qui est un de ses agents. Le travail de Gantt est très important. Le travail des deux Gilbreth, Lillian et Frank, l'est encore beaucoup plus, parce qu'ici,
le propos taylorien se spatialise. Et c'est donc ainsi que progressivement, les questions de l'organisation scientifique du travail vont migrer vers la sphère domestique et vers la sphère architecturale. Lillian Gilbreth et Frank Gilbreth, ce sont deux organisateurs tayloriens qui vont s'attacher à ramifier, préciser, développer le travail de Taylor. Un exemple, c'est l'analyse que fait Gilbreth non pas d'un poseur de briques isolé dans ce travail, mais de la construction d'une usine dans son ensemble. Et donc, l'hypothèse d'une rationalisation générale du travail de construction. Un autre exemple du travail de Gilbreth qui utilise énormément le cinéma, il utilise beaucoup des films, il enregistre avec une caméra cinématographique le processus de travail et analyse ensuite les gestes rationnels ou les gestes irrationnels pour purger ces derniers. Gans s'intéresse aussi au parcours à l'intérieur des usines. Ici, c'est une maquette extrêmement intéressante qui nous montre, je ne sais pas si ce pointeur pointe. Bon. Vous voyez donc ici comment on suit sur... J'essaye d'utiliser le pointeur... mais ce n'est pas grave. Vous voyez cette maquette qui est une très grande maquette. En blanc, on trouve les machines-outils. Et donc, on peut, avec ce genre de maquette, essayer d'imaginer à la fois la trajectoire que suit le produit en cours de fabrication, la trajectoire que suivent les ouvriers qui s'affairent autour des machines. Gilbreth va poursuivre cette observation des usines par la définition de fiches d'instruction pour chaque poste de travail. Ici, c'est un exemple, et on voit combien ces instructions sont accompagnées par des petites photographies du geste idoine. Surtout, et nous retrouvons à nouveau le cinéma et la photographie, Gilbreth va utiliser un instrument qu'il appelle le stéréochronocyclographe, qui va lui permettre d'enregistrer en fixant une petite ampoule électrique au bout de la main de l'ouvrier ou de l'ouvrière, qui va lui permettre d'enregistrer les mouvements et donc de pouvoir s'arrêter sur les moments irrationnels, sur les gestes inutiles, de façon à perfectionner le processus de travail. Donc ce sont deux prises de vue tout à fait remarquables qui nous montrent une opération, je ne sais plus laquelle. C'est tellement frappant qu'encore en 1948, lorsque le Siegfried Giedion, historien de l'architecture moderne, publiera son magnifique ouvrage « La mécanisation au pouvoir », qui est sans doute le meilleur de tous ses livres, il publiera en haut une vue prise par Gilbreth au stéréochronocyclographe, en l'occurrence c'est la photographie d'un escrimeur, et la petite lampe a été posée sur l'extrémité de son fleuret. Et vous voyez qu'il rapproche cette vue objective d'un travail gestuel d'un tableau de Kandinsky en bas. C'est-à-dire comme il l'a fait par ailleurs avec le champ de la science et celui de l'architecture. Donc ces pratiques de Gilbreth vont être observées. Et de son côté, Madame Gilbreth, qui n'est pas confiné dans la cuisine et qui est aussi un fort efficace consultant industriel, travaille néanmoins à la rationalisation des processus domestiques. Voici, dans une revue française de 1929, une vue de la cuisine rationalisée de Lillian Gilbreth, dont les images vont être diffusées par les pionnières de l'organisation ménagère en France, à commencer par Paulette Bernège, et conduiront à des inventions comme la cuisine de Francfort en Allemagne et plus généralement à la rationalisation de l'habitation. Alors revenons à la Russie et à une institution où les idées de Gantt, de Gilbreth et celles de Taylor sont appliquées et développées dans cette période. Ici, une affiche de 1930, l'Organisation scientifique du travail, qui est la traduction en russe de Scientific Management. Et l'affaire de tous, et je trouve que cette affiche est intéressante car elle nous montre à la fois dans le fond le dessin industriel, dans la poignée de ce robuste travailleur, dans le poing de ce robuste travailleur, la règle à calcul de l'ingénieur, qui se transforme en drapeau rouge. Et donc nous voyons à la fois la production
le calcul, le dessin et l'élan révolutionnaire se conjuguaient dans ce projet de l'organisation scientifique du travail, dont la véritable âme est un poète à la retraite, Alexei Gastiev, dont nous voyons ici le premier ouvrage, le premier recueil de poètes, la Poésie de frappe ouvrière, publiée en 1918. Gastiev, on peut considérer que Gastiev, dans son travail, participe d'un champ de la réflexion russe qui se trouve quelque part entre la révolution et la science-fiction, et qui a été magnifiquement analysé dans le livre de Richard Stites, Revolutionary Dreams, par exemple, ou récemment dans le livre d'une chercheuse américaine, Julia Weingourd, qui s'appelle Wonderlands of the Avant-Garde. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de fonder un mode de vie scientifique, rationnel, au besoin, transformant fondamentalement les hommes. Gastiev est issu du Proletkult, de l'Organisation pour la culture prolétarienne, dont le fondateur est Alexandre Bogdanov, dont j'ai déjà dit qu'il était intéressé par l'Amérique. Et le Proletkult, par exemple, avait, dès 1918, imaginé d'envoyer des travailleurs se former aux États-Unis. C'était utopique à l'époque. Et certains de ses membres avaient écrit des récits, je pense au roman Le Messie de fer de Vladimir Kirillov, avait écrit des récits qui se fondaient sur une expérience des États-Unis. Alors, dans son travail, que propose Gastiev, poète dont l'écriture doit beaucoup à Walt Whitman, il formule l'idée d'une lyrique de la machine qui serait à la base de la culture ouvrière, et il s'intéresse fortement à l'étude de l'énergie humaine, cette étude dont a si bien rendu compte un historien américain qui s'appelle Anson Rabinbach dans son livre The Human Motor, le moteur humain, de 1992. La problématique de Gastiev est une problématique moraliste, presque de l'ordre de la pénitence corporelle. Il s'agit de purger la Russie de sa paresse et de son inefficacité en allant dans le sens d'une transformation de la race humaine. Et ici, on peut dire que Gastiev s'apparente à des penseurs d'avant la Révolution, comme Nikolai Fyodorov, un des théoriciens d'une humanité nouvelle qui émanerait de la maîtrise de la science. Dans un récit de science-fiction qu'il publie en 1916 et qui s'intitule Express, l'américanisme de Gastiev se fait jour de manière très claire. Il évoque dans son récit un train dénommé Panorama qui traverse la Sibérie vers l'Amérique, destination désirée et atteinte par un tunnel sous-marin qui relie une ville fictive qu'il dénomme Bering à l'Alaska. Dans ce roman, la Sibérie devient une sorte de territoire russo-américain dont les habitants parlent une langue hybride, un sabir américano-russe. Donc ça, c'est l'aspect romancier, l'aspect, je dirais, de producteur culturel de Gastiev. La chose la plus importante, c'est son action à la direction de l'Institut central du travail, qui est créé en 1921, qui sera fermé en 1940, après que Gastiev ait été liquidé. Et dans la formation de cet institut, vous voyez ici deux caricatures assez intéressantes. Celle de gauche vous montre plutôt positive, Gastiev comme un ingénieur de l'avenir, et celle de droite nous le montre, des célèbres caricaturistes, les Kukriniksi, nous le montrent plutôt comme une sorte de bourreau qui transforme les corps des ouvriers en courroies de transmission de ces machines folles. Alors Gastiev est un personnage en tout point formidable, sur lequel beaucoup de choses ont bien sûr été écrites, et qui a une vision qui est celle de la mécanisation de la conscience du prolétariat. Il écrit dans son texte « Contours de la culture prolétarienne », traduit il y a presque plus de 40 ans dans un recueil publié par Action Poétique, les bâtiments, les tuyaux, les colonnes, les ponts, les robinets et toute la conception complexe des constructions et entreprises modernes, voilà ce qui pénètre quotidiennement dans la conscience du prolétariat. Et il poursuit la mécanisation non seulement des gestes, non seulement des méthodes de production, mais également la mécanisation de toute la pensée qui se retrouve dans l'objectivisme le plus extrême, normalise admirablement la psychologie du prolétariat. C'est sans crainte que nous pouvons affirmer qu'aucune classe, qu'elle appartienne au passé ou au présent,
n'est pénétré d'une psychologie aussi normalisée que le prolétariat. Alors, c'est du wishful thinking, c'est une prophétie autoréalisatrice, et pour la réaliser, eh bien, l'Institut central du travail va développer toute une série de programmes, et on voit ici comment il s'approprie les techniques de Gilbreth, littéralement. Donc les livres de Gilbreth ont été traduits, ces expériences sont connues, et vous voyez ici les études de mouvement que développe le TSIT, l'Institut central du travail. Ici, une très, très magnifique photo dans laquelle on voit donc ces ouvriers expérimentateurs, le mannequin et le photographe. Donc c'est tout ce dispositif de saisie de l'information qui incorpore une certaine dimension esthétique. Gastieff écrit le mouvement d'un homme au travail est une combinaison de lignes, de points, d'angles et de poids, tous travaillant avec une certaine tolérance, avec une efficacité habituelle. Donc il s'intéresse précisément à cette géométrie du mouvement. On le voit par exemple dans les feuilles d'instruction, qui sont des feuilles d'instruction sans doute pour des travailleurs alphabétisés depuis peu, et dans lesquelles, si on la compare à celle de Gilbreth, que je vous ai montré, celle-ci fait la part belle au dessin. C'est une véritable bande dessinée instructive. Comme Gilbreth, l'Institut de Gastieff élabore des spécifications pour les postes de travail et va donc vraiment former le corpus méthodologique du développement de l'industrie russe au cours des années 20. Et vous voyez ici tout le travail de communication graphique extrêmement développé qui accompagne ce programme. Et enfin, ici, l'application des techniques de Gantt et non plus de Gilbreth. Vous voyez combien tout le travail est synthétique avec cette chronocarte qui va définir les tâches d'un certain Ivanov dans le temps de la journée de travail. Gastieff poursuivra pendant plus de 15 ans son travail au sein du TSIT jusqu'à ce qu'il soit arrêté et liquidé à la fin des années 30, je l'ai déjà dit. Mais son travail trouve sa transcription dans la sphère de la culture avec les projets de Meyerhold, metteur en scène de théâtre, qui imagine met en place ce qu'il appelle la biomécanique. Vous voyez en haut un exercice biomécanique au théâtre de Meyerhold. Meyerhold est le deuxième en partant de la droite. Et en bas, ce petit dessin, geste taylorisé dans le théâtre russe, est un dessin publié dans un des premiers livres rendant compte du théâtre et du cinéma de la Nouvelle-Russie. En écho à Gastieff, Meyerhold préconise donc la fondation de cette science du mouvement humain ou biomécanica. L'acteur sur scène devient un élément d'une vaste machine qui est dessinée à partir d'une vision assez fantastique des chaînes de montage ou des dispositifs des véritables usines. En 1922, dans la pièce Le cocu magnifique, d'après l'auteur belge Ferdinand Cromlinck, c'est Lyubov Popova, qui est une des pionnières du constructivisme, qui imagine ce grand dispositif. Elle écrit... Meyerhold, de son côté, s'intéressait déjà depuis avant la Révolution à ces nouvelles formes théâtrales. Il était très intéressé par la pantomime et déjà à la mécanisation des gestes. Et d'ailleurs, avant même d'avoir découvert le taylorisme, il avait été fasciné, par exemple, par les contes d'Hoffmann, au point de prendre, et la figure de l'automate Antonia, au point de prendre dans certains de ses écrits le pseudonyme du docteur Dappertutto, qui était le sorcier maléfique de ces contes d'Hoffmann. Dès 1921, en parallèle à la création de l'Institut de Gastieff, il crée des studios pour former des metteurs en scène dans lesquels il utilise les théories de Gastieff, tout en s'intéressant aussi à la psychologie américaine de William James, le frère du romancier Henry James, professeur à Harvard. Et il écrira en 1922 dans son texte « L'acteur de l'avenir et la biomécanique », je cite, « Le spectacle de l'homme travaillant efficacement apporte un plaisir positif et ceci s'appliquera également au travail de l'acteur du futur,
L'art de l'acteur consiste à organiser ses matériaux, c'est-à-dire dans sa capacité à utiliser correctement son corps comme moyen d'expression. Popova, de son côté, lorsqu'elle discute sa machine, composée, vous le voyez, de passerelles et de grues, élaborée dans certains documents préparatoires avec des collages de machines agricoles américaines, Popova décrit son dispositif comme un stanok, comme un établi, ou comme une construction pour le développement du jeu des acteurs. Et les critiques de gauche célèbrent ce travail. Je pense à Sergei Tretiakov qui va écrire en 1922 que dans cette mise en scène, le fatras gesticulatoire est écarté, les gestes les plus simples, les plus économiques, problématique taylorienne, les plus précis sont recherchés, les gestes taylorisés. Et il dit les roues, les engrenages, c'est la machine scénique elle-même qui sourit et lance des blagues pendant que l'action progresse. Après le théâtre, l'architecture et donc de nouvelles alliances et de nouveaux échos au travail de l'Institut de Gastiev. Ici, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer deux bâtiments à colonnade à Moscou. En haut, le bâtiment du TSIT et en bas, le bâtiment des Frutemas, c'est-à-dire de cette nouvelle école d'art et de technique qui a été créée en 1920 sur la base des écoles pré-révolutionnaires et qui va formuler un programme tout à fait nouveau. On a souvent comparé les Frutemas, et nous voyons ici une magnifique vue d'un des travaux d'atelier consacrés à la recherche sur le volume, l'atelier de Nikolai Ladovsky, chef de file des architectes dits rationalistes. On a souvent comparé les Frutemas au Bauhaus, mais entre 1920 et 1930, les Frutemas ont formé sans doute 1200 architectes, alors que le Bauhaus, pendant la même période, en a à peine formé une centaine. Donc, ce qui se passe au Frutemas est tout à fait différent. L'enseignement n'est pas moins radical. Les enseignants, ce sont des gens comme Lissitsky, comme Rodchenko, et comme aussi des artistes ou des architectes plus conservateurs, mais c'est d'un enseignement de masse qu'il s'agit, et surtout d'un enseignement de masse donné à des élèves qui n'ont pas de formation secondaire, pour la plupart, qui sont très rapidement passés dans une faculté ouvrière ou rapfac. Et donc, les enseignants des Frutemas vont développer des techniques extrêmement rationalisées, fondées, encore une fois, sur la problématique de Gastiev, c'est-à-dire de rationaliser la formation et le contrôle des travailleurs dans les conditions du taylorisme. Eh bien, le chef de file de cet atelier, Ladovsky, va procéder à la même démarche. Il va notamment s'appuyer ici sur un autre personnage actif aux États-Unis. Il s'agit du psychologue d'origine allemande Hugo Münsterberg, dont tous les livres, et notamment ses livres sur les Américains, très, très pénétrants, ont été traduits en russe. Münsterberg avait déjà été remarqué par les Russes à l'exposition de Chicago en 1893, lorsqu'il avait montré les premiers résultats de son laboratoire de psychologie expérimentale créé à l'université de Harvard. Et son livre sur la psychologie et l'efficacité industrielle sera traduit en russe. Ladovsky, le chef de file donc, des Frutemas, de cette partie des Frutemas, va s'appuyer sur les expériences du fameux psychologue Münsterberg et les étendre au champ de l'esthétique. Il créera pour cela un laboratoire psychotechnique au sein des Frutemas dans lequel il imaginera des machines, vous en voyez deux ici, très mystérieuses, car on ne dispose aujourd'hui encore que de ces quelques photographies pour essayer de les comprendre, mais n'a-t-on pas reconstitué les machines de Léonard de Vinci à partir de quelques croquis jetés sur un parchemin? On devrait y arriver. Et donc ces machines sont censées mesurer l'aptitude des élèves architectes à comprendre l'espace, c'est le sens de l'instrument qui se trouve à gauche, ou à comprendre les surfaces, c'est l'instrument qui se trouve à droite. L'idée de rationaliser la perception, de détecter les aptitudes, de les améliorer, et c'est ainsi que l'équipe de Ladovsky en viendra à élaborer des grilles permettant d'analyser la créativité, d'analyser le talent. C'est un projet scientiste au même titre que les projets de Gastiev. Le talent
le talent des architectes, des élèves architectes et des élèves artistes. Il s'agira donc de fonder les enseignements créatifs sur une base scientifique. Alors passons à l'architecture. Dans ce temps, dans cette période, on ne construit que très peu en Russie. Il faudrait quand même rappeler qu'il y a eu une révolution, au moins 2 années de guerre civile, plutôt 3, une très grande pénurie, donc on construit fort peu. En revanche, on construit quelques usines, j'y reviendrai sans doute. En revanche, on rêve beaucoup. On rêve de monuments, et ces monuments sont des monuments pour lesquels les grandes constructions métalliques américaines, mais aussi la Tour Eiffel, sont des modèles. Vous voyez ici le fameux projet de monument à la 3e internationale de Tatlin. On imagine, pas pour le moment véritablement d'usine. Il est assez frappant de voir qu'en dépit de toute la réflexion sur le processus productif, les projets d'usine sont relativement mesurés dans cette période, en tout cas jusqu'en 1928. En revanche, on réfléchit intensément au gratte-ciel, malgré tout, dans les conditions de l'économie urbaine et de l'économie tout court de la Russie, un objet assez exotique et inaccessible. Alors, les réflexions se font dans différents domaines et sont pratiquement l'horizon commun de tous les courants qui commencent à s'affirmer dans le monde artistique et dans le monde architectural. À Leningrad, Malevich procède à une série de recherches en 3 dimensions, en relief, dont la dimension architecturale est explicite. Il les appelle les architectoni, les architectones, et il y travaille de 23 à 29. Ces structures ressemblent furieusement à des gratte-ciel et s'inscrivent, c'est assez intéressant pour moi, comme une sorte d'inversion du système dans lequel Malevich avait projeté sur la toile des espaces tridimensionnels. Ici, on dirait en quelque sorte qu'il les déploie. Mais parfois, il les projette aussi. Et j'ai toujours été fasciné par ce collage qui est publié dans la revue polonaise Presence en 1926, qui est absolument unique dans l'ensemble du champ du travail de Malevich sur les architectones, dans lequel il en projette un qu'il a retourné, puisque cette structure, cet architectone, est en fait horizontale. Il l'a verticalisée et il l'a plaquée contre cette vue de Manhattan. Et je voudrais dire qu'ici, au-delà de l'opération de Malevich, ce qui se joue, c'est vraiment cette opération de projection. Les États-Unis, et notamment New York, stéréotypés avec ces vues du downtown de Manhattan, deviennent des plans sur lesquels se projettent les projets des Russes. On en verra d'autres exemples. New York devient une sorte d'écran, dans le même temps que la littérature populaire. Voilà un exemple parmi beaucoup, La ville du présent et de l'avenir, un livre publié dans une collection plutôt pour l'édification de la jeunesse. Dans le même temps que la ville du présent et de l'avenir, eh bien, il ne fait aucun doute que c'est la ville des gratte-ciels et des grands ponts suspendus de l'Amérique. Alors, le premier groupe architectural à se structurer, à se constituer en tant que tel, s'appelle l'ASNOVA, l'Association des nouveaux architectes. Il est animé par Vladimir Krinsky et Nikolai Ladovsky, dont j'ai déjà parlé. En 1926, l'ASNOVA publie le seul numéro de son journal, dans une mise en page de Lissitsky, et vous voyez 2 pages ici sur le thème du gratte-ciel. À gauche, un projet de gratte-ciel sur la Loubianka de Krinsky. Vous voyez que c'est un gratte-ciel qui n'a rien à voir avec ses contemporains américains que l'on voyait sur l'image précédente, rien à voir. Et puis à droite, Ladovsky réfléchit à l'architectonique du gratte-ciel, au fait que le gratte-ciel américain n'est pas adaptable en tant que tel en Russie. Il écrit, sans se démonter, je cite, « Le gratte-ciel n'est pas aujourd'hui pour l'URSS un problème, mais une réalité. Mais l'architecture ne doit pas camoufler la structure comme le font les Américains, elle doit être sincère. Cela dit, le célèbre Adnako, il serait naïf de penser qu'il suffit de montrer honnêtement la structure pour atteindre des objectifs architecturaux. » Et donc ce que vous voyez à droite, c'est un travail, et un peu à gauche avec le projet de Krinsky, un travail de modelage de la structure extérieure de ces gratte-ciels sans l'aide des éléments éclectiques pour essayer de leur donner une plus grande forme expressive. Tant Krinsky que Ladovsky, c'est très significatif, sont enseignants Frutemas, je l'ai dit,
Et ils demandent à leurs élèves de travailler sur le thème du gratte-ciel. Et voici deux exemples tout à fait remarquables. En 1924, quelles étaient véritablement les alternatives modernes au gratte-ciel éclectique? C'étaient les projets de tour en verre de Le Corbusier, de Mies, ou certains projets allemands rendus au concours du Chicago Tribune en 1922. Donc vous voyez ici ces deux gratte-ciels prismatiques, et celui de droite en particulier extraordinairement prophétique. On peut y voir le point de départ du gratte-ciel de Sears et Roebuck à Chicago, par exemple. Mes camarades historiens de l'architecture ne s'en sont pas privés. Ici, trois projets reliés par un moment instaurateur et frustrant pour les Russes. Ce moment, c'est 1922 et le concours pour le siège du Chicago Tribune à New York. Les Russes sont exclus et sont évidemment furieux de ne pas être associés à cette compétition. Ils essayeront de se rattraper plus tard. Mais ils acquièrent les publications et ils observent très finement certains des bâtiments proposés. À gauche, le projet de Walter Gropius et... voilà comment ça marche. Le projet de Gropius et Adolf Meyer. Vous voyez qu'il y a la tour des bureaux et derrière la tour des bureaux, le bloc dans lequel se trouve l'imprimerie du journal. Regardez ces balcons en porte-à-faux. Et vous voyez ici, en 26, 4 ans plus tard, le premier projet de Barkhin pour le bâtiment des Izvestia, qui en dérive presque totalement. Il sera par la suite coupé, pour des raisons économiques sans doute, rasé à la hauteur du 7e ou du 8e étage, mais l'intention initiale était fort proche. Et enfin, à droite, une version plus radicale et bien plus innovante, c'est le projet d'Ivan Leonidov au Fruitier-Masse en 1926 pour le siège d'un journal, donc la tour de bureau, les ascenseurs qui sont des ascenseurs extérieurs, l'ossature visible et derrière l'usine de l'imprimerie. Donc vous voyez que ce concours auquel il ne participe pas a un impact très considérable sur le travail des architectes russes. Certains projets sont réalisés. C'est le cas de l'immeuble du Gostorg, construit par Velikovsky, qui était un membre du groupe constructiviste, mais là aussi, la tour initialement prévue est finalement coupée. Le règlement d'urbanisme de Moscou ne le permettait pas à l'époque, il était assez conservateur. Et vous voyez à droite, publié par Lissitsky, les halls de ce grand bâtiment. Le chef-d'œuvre dans cette architecture bureaucratique, moderne, précoce, américanisée, si je puis dire, c'est l'immeuble du Gazprom de Kharkov, construit par 3 architectes de Leningrad, qui est un ensemble assez extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une tentative pour créer de toutes pièces, en assemblant autour de la même place Dzerzhinsky, donc dédié au fondateur de la Tchéka, autour de la même place, ou en tout cas sur un côté de la même place, 22 ministères différents qui permettent donc de créer une sorte de skyline instantanée qui sera tellement puissante visuellement que dans son film La ligne générale, Eisenstein l'utilisera comme pour représenter ce château fort de la bureaucratie où la paysanne Marfa Lapkina va chercher le stamp, le coup de tampon qui lui permet d'obtenir son tracteur. Donc c'est véritablement un produit très direct de l'imitation de la skyline américaine qui va signifier dans le même temps la modernisation de l'économie de la Russie. J'ai parlé de Lissitsky. Lissitsky, de son côté, s'intéresse évidemment au gratte-ciel et de manière critique. Il va proposer une alternative. Son alternative, c'est un projet qui est pour l'essentiel publié en Allemagne avant de l'être en Russie, intitulé Wolkenbügel, ce que je traduis par croche-nuage. Et vous voyez ici un collage sur lequel ce croche-nuage est implanté dans le centre de Moscou. Lissitsky était extrêmement critique de l'américanisme dans l'architecture européenne. Et je le citerai ici, c'est un texte de 1925, L'américanisme dans l'architecture européenne. Il écrit « Dans l'ancien monde, en Europe, les mots Amérique et américain évoquent l'idée de quelque chose d'ultra parfait, de rationnel, d'utilitaire, d'universel. Dans l'esprit des Européens, New York est devenu la nouvelle Athènes, Manhattan l'Acropole et les gratte-ciels le Parthénon. Mais en vérité, New York ignore complètement cette découverte. Ils continuent là-bas à construire leurs temples aux divinités grecques superposés à des stations de métro avec la ferme conviction qu'ils sont plus beaux que les originaux, simplement parce qu'ils sont 10 fois plus grands. Et il continue,
les artistes architectes formés à la vieille école des beaux-arts de Paris ont couvert l'ossature vivante du gratte-ciel, je trouve ce terme magnifique, l'ossature vivante, c'est presque le retour des morts vivants, de façon si adroite avec des ornements ostentatoires qu'il a fallu attendre 20 ans avant que l'Europe n'en découvre la réalité cachée des gratte-ciels. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le Wolkenbügel, le croche-nuage de Lissitzky qu'il imagine ici, dont il dessine un plan d'implantation sur l'anneau des boulevards autour du centre de Moscou, à des points cruciaux, des places très importantes dans le réseau radioconcentrique de Moscou, eh bien, ces gratte-ciels horizontaux sont directement branchés sur des stations de métro souterraines, ce qui est doublement utopique pour le Moscou de cette époque. Aux yeux de Lissitzky, ne trouve grâce que Frank Lloyd Wright. Il est, écrit-il, le seul architecte de l'Amérique. Il a osé tourner le dos aux préceptes d'Emmanuel pour créer un nouveau type d'habitation qui a révélé en lui le père de l'architecture moderne. Alors, je voudrais maintenant évoquer, pour terminer, 2 voyages. Un voyage extrêmement rare, exceptionnel. Très peu de Russes font le voyage d'Amérique dans cette période et reviennent. Beaucoup émigrent, très peu reviennent. C'est le cas d'un architecte, Oltarjevski, dont je parlerai plus avant. C'est le cas du poète Vladimir Mayakovsky, qui fait le voyage en 1925. Il avait été précédé par d'autres poètes qui s'étaient d'ailleurs moqués de lui. Sergei Yesenin, qui avait fait un voyage avec la danseuse Isadora Duncan et publié un très beau livre que je n'ai pas le temps d'analyser, avait critiqué Mayakovsky en disant « Sainte Mère, devant New York, Sainte Mère, que les poèmes de Mayakovsky sur l'Amérique sont plats ». Donc Mayakovsky avait une revanche à prendre, lui qui avait célébré l'irruption de l'Amérique au village au début des années 20. Il avait écrit notamment « Attends un peu bourgeois, c'est une apostrophe, il y aura New York à Tetushi, qui est un petit bled. Il y aura New York dans le bled. Le pays sera américanisé. » Ici, une image de l'américanisation graphique, visuelle des œuvres de Mayakovsky, ce sont les collages de Rodchenko pour Proeto, le petit livre publié par Mayakovsky en 1923. Vous voyez ici l'immeuble de l'Equitable à New York, qui figure le gratte-ciel américain, confronté à un clocher russe qui a été surélevé de manière à être dominant. Ici, l'évocation de l'univers du jazz, dont je parlerai aussi bientôt, donc l'architecture et la culture de masse américaine. Mayakovsky se rend à New York en 1925 et il découvre ici à nouveau Rodchenko en haut, célébrant Mayakovsky comme prolétaire volant, et ici une image du pont de Brooklyn que Mayakovsky célébrera dans son poème homonyme, déclarant, c'est une citation très connue, « Je suis fier de ce kilomètre d'acier, les voici vivantes mes vieilles rêveries, lutte des constructions contre les styles, c'est une position très constructiviste, calcul sévère des boulons, de l'acier, etc. » Mayakovsky se met du côté des constructivistes. Mais, et c'est là-dessus que je voulais en venir, comme Lissitzky critiquait cette ossature vivante qui avait été vêtue d'ornements ou d'oripeaux éclectiques, Mayakovsky ne fera pas que formuler son admiration pour l'Amérique. Il y verra, écrit-il dans son livre de l'année suivante, Ma découverte de l'Amérique, à droite, toujours une maquette de Rodchenko, il verra une sorte de confirmation, écrira-t-il, du futuriste, de la technologie nue, de l'impressionnisme superficiel des fumées et des câbles, dont la grande mission a été de révolutionner la mentalité conformiste, désormais arrachée au village. Mais il fait aussi la fine bouche devant Manhattan, inaugurant une attitude qui sera celle de beaucoup de modernes débarquant aux États-Unis et considérant qu'au fond on les a trompés et qui n'ont pas à avoir honte d'être européens. Mayakovsky écrit déclare dans une conférence qui est publiée par le New York World en août 1925, non, New York n'est pas moderne, New York est désorganisé. Intellectuellement, les New-Yorkais sont encore des provinciaux. C'est la pire chose qu'on puisse dire aux New-Yorkais. Leurs esprits, ou aux Parisiens, n'ont pas encore accepté toutes les implications de l'âge industriel. C'est pourquoi je dis que New York est inorganisé,
C'est un gigantesque accident piétiné par des enfants et non le produit mature d'hommes qui auraient compris ce qu'ils voulaient et qui l'auraient conçu comme des artistes. Mayakovsky la montre quand même un certain manque de sensibilité. Je pense à Duchamp arrivant à New York en 1915 et disant « New York, en tant que telle, est une œuvre d'art ». Donc avec une perception bien plus fine de ce qu'était la ville. Mayakovsky continue. Prenez dans le même esprit vos gratte-ciel, apostrophant son public new-yorkais. Ce sont de glorieuses conquêtes de l'ingénieur moderne. Le passé n'a rien connu de tel. Les travailleurs de la Renaissance, avec leurs pioches, n'auraient jamais pu rêver de ces grandes constructions qui oscillent dans le vent et défient les lois de la pesanteur. Elles devraient être propres, alertes, achevées et aussi modernes qu'une dynamo. Mais le constructeur américain, à demi conscient seulement du miracle qu'il a produit, installe des ornements grecs ou byzantins aussi ridicules que périmés sur les gratte-ciel. C'est comme s'il attachait des rubans roses à une drague à vapeur ou s'il mettait des petites poupées de celluloïd sur une locomotive. Dans un autre poème, Broadway, Mayakovsky mettra en scène une nouvelle fois les gratte-ciel de New York et la marée humaine qu'ils absorbent le matin et qu'ils recrachent le soir, avec une tonalité qui est celle qui est très proche au fond de ce que disait Gorky dans son récit de 1906. Alors, dernier épisode, c'est un voyage allemand, et qui me permet d'insister sur l'importance de l'Allemagne, je le répète sans doute, comme prisme au travers duquel les Russes voient l'Amérique. Dans les années 20, les voyageurs sont très peu nombreux. Il n'y a pas de relation diplomatique entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d'Amérique du Nord. J'insiste sur ces deux sigles, sur ces deux dénominations. Si, en effet, Lénine décide de donner au nouvel État multinational, ou supposé l'être, le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques, donc un sigle en 3 lettres, c'est parce qu'à l'époque, il est courant d'appeler les USA non pas les USA, mais les USNA, les États-Unis d'Amérique du Nord. Et c'est ce qu'on trouve très souvent dans la littérature. Donc je dirais que la symétrie, l'aspiration à la symétrie, en tout cas, elle est pratiquement inscrite dans la dénomination du nouvel État. C'est donc par procuration souvent, et on a déjà vu des récits de voyage anglais ou autres traduits en russe, c'est par procuration souvent que les Russes découvrent l'Amérique, et notamment découvrent l'architecture américaine. L'exemple le plus remarquable étant celui du voyage qu'Erich Mendelssohn, architecte berlinois, que l'on a l'habitude de considérer comme un expressionniste, effectue en 1924. Vous le voyez se faisant photographier à gauche, et cette image est très proche de celle de Mayakovsky. C'est une sorte de trope visuelle. On se fait photographier dans les rues de New York. Mendelssohn publie en 1926 un livre absolument fondamental dans l'histoire de la photographie, de l'architecture et de l'américanisme combiné. Amérique, le livre d'images d'un architecte. C'est un livre fondamental parce qu'il est illustré par des photographies qui sont pour une part celles de Mendelssohn et qui pour la première fois ne sont pas faites avec un appareil pesant mais avec un Leica. C'est donc à la fois un changement de la technique photographique, de la gestuelle et dans le même temps la découverte d'une Amérique qui est vue de près. Ici, le bâtiment de l'Equitable dans le bas de Broadway. Mendelssohn fait son voyage avec Fritz Lang, voyage à New York avec Fritz Lang sur le même bateau. Et on sait que Fritz Lang tira de son voyage l'idée de son film Metropolis. Le travail de Mendelssohn et son livre ne passent pas inaperçus à Moscou. La même année, on en trouve au moins 4 ou 5 critiques, notes de lecture. La plus intéressante parmi les premières d'entre elles étant celle de Lissitsky dans un article intitulé « L'œil de l'architecte ». Alors, dans « L'œil de l'architecte », Lissitsky écrit que le livre de Mendelssohn devient un film dramatique, un livre qu'il faut tenir en le tenant au-dessus, qu'il faut lire, en le tenant au-dessus de sa tête. C'est enfin, par contraste avec les ouvrages précédents, les récits de voyage précédents, une Amérique vue non pas de loin, mais de l'intérieur. Et il salue l'œil de l'architecte qui nous montre des choses connues de façon plus profonde et qui nous permet d'y réfléchir. Mais il reproche à Mendelssohn d'avoir exclu les foules
des trottoirs et des rues d'Amérique. Il écrit qu'est-ce que donc nous montre l'œil d'un architecte dont la vue est plus claire que son esprit? L'œil n'est pas aveuglé par l'excentricité des sensations de la ville autour de lui. Il voit et réalise que le progrès réel, le changement réel et profond dans les principes et les formes de la division de l'espace est encore très rare. En revanche, l'énergie et de très grande dimension ne manquent pas. Chaque objet, et ceci est un bon commentaire de cette photo, chaque objet y pousse encore par à-coups, comme dans la forêt tropicale, privant d'air et de lumière le voisin, le dévorant. C'est une vision cataclysmique de New York qui ne tient absolument pas compte des réalités de l'urbanisme new-yorkais extrêmement contrôlé déjà dans cette période. Lissitzky, et c'est ceci que je trouve remarquable, va s'approprier certaines images du livre de Mendelssohn, notamment cette photo de Fritz Lang. Il la dédouble et il trouvait que les foules avaient disparu de ces images, eh bien, il fait revenir la foule des sportifs. Donc, ce que nous trouvons ici, je crois que c'est une démarche extrêmement intéressante qui s'applique à l'ouvrage de Mendelssohn, c'est ce que j'appellerais la captation des images de l'Amérique. J'utiliserais presque le thème de capture, comme on capture l'écran d'un ordinateur, selon des techniques différentes. Ici, celle de Lissitzky. Ailleurs, j'y insiste aussi, ça n'est pas une capture à des fins de manipulation, mais à des fins d'analyse qu'opèrent les architectes du groupe constructiviste. Ici, la même année, dans la revue Savremennaya Architektura, qu'on pourrait traduire par l'architecture moderne, 2 analyses du livre de Mendelssohn, par Ginsburg à droite, le chef de file des constructivistes, à gauche par Alexander Pasternak, un autre jeune constructiviste. Donc ce livre est commenté par les constructivistes qui y voient des raisons de défendre leurs idées, et il est analysé et utilisé, en quelque sorte capté comme argumentaire pour Rodchenko dans un article absolument fondamental de 1928, dans lequel Rodchenko s'intéresse aux voies de la photographie nouvelle, et notamment oppose, c'est ce que vous voyez ici, oppose à la vision traditionnelle de la photographie. Il écrit que c'est une photographie qui est prise au niveau du nombril, donc un plan parallèle à la stature humaine, cette vision en contre-plongée qui permet, 2 plans de Mendelssohn, qui permet d'entrer véritablement à l'intérieur de la photographie. Rien de voir, rien de commun avec la manière stéréotypée des albums américains. Mendelssohn, pour Rodchenko, photographie honnêtement comme l'homme de la rue pourrait voir les bâtiments depuis la rue. Pour habituer l'homme à de nouveaux points de vue, souligne Rodchenko en utilisant Mendelssohn, alors qu'on l'accusait, que ses contradicteurs l'accusaient de l'avoir copié, il le revendique et écrit donc « Pour habituer l'homme à de nouveaux points de vue, il est indispensable de prendre des photographies d'objets ordinaires et familiers selon des points de vue complètement inattendus et dans des situations inattendues. Les nouveaux objets seront pris selon des points de vue différents pour en donner une représentation entière. » C'est effectivement ce que l'on voit apparaître ici. Alors pour conclure, une dernière captation, une dernière capture. En 1929, Mendelssohn récidive un nouveau livre, Russie, Europe, Amérique, une coupe transversale architecturale. C'est un livre que Mendelssohn publie alors qu'il fréquente la Russie, puisqu'il a été invité à construire une usine textile à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, l'usine du Drapeau Rouge, qui existe toujours aujourd'hui. Dans ce deuxième livre, il publie certains projets des Russes, et notamment le travail de diplôme du jeune constructiviste Ivan Leonidov, que vous voyez à droite, ce projet extrêmement radical dans son assemblage d'objets de volumes primaires, dans son idée de la légèreté de la transmission électronique de l'information. Et du coup, Leonidov, il donne un exemplaire de ses livres à Leonidov, et lorsque Leonidov, en 1934, étudie pour un concours très important, qui est le concours du Commissariat du Peuple à l'industrie lourde, un nouveau projet, un projet de gratte-ciel, que fait-il? Il va reproduire le cadre perspectif des photographies de Mendelssohn. À gauche, le Woolworth Building, dans le livre de 1926, en contre-plongée. À droite, Mendelssohn, à Moscou, essayant
de faire des photos comparables à celles de New York avec un certain désespoir. Donc ici, Saint-Basile à droite, photographié par Mendelssohn. Eh bien, et c'est ma dernière image, lorsque Léonidov dessine son projet de ministère sur la place rouge, vous voyez qu'il superpose en fait la perspective en contre-plongée, la vue du Woolworth Building que vous avez à droite, à la vue de Saint-Basile. Et le dessin, comme vous le comprenez, est directement calqué sur l'ouvrage de Mendelssohn. Donc vous voyez que les voies par lesquelles l'architecture américaine transite vers la Russie, c'est les voies de l'imprimé, c'est l'expérience des voyageurs allemands. Et donc, en parallèle avec ce processus de rationalisation industrielle opérant dans les usines, progressivement, la captation des nouveaux types de bâtiments s'opère plus par l'image que par la réalité. Merci.